Bienvenue à cette conférence sur le hérisson d'Europe. Je vais d'abord vous présenter un peu l'animal avant de vous présenter la mission hérisson. On va voir ses caractéristiques, on va en apprendre un peu plus sur qui est cet animal, son mode de vie, et on verra aussi qu'est-ce qui le met en danger aujourd'hui. Et pour introduire un peu la mission hérisson, quel est son statut d'animal protégé juridiquement, et comment faire si on trouve un hérisson blessé ou en détresse, et comment l'accueillir au jardin. Alors, donc, le hérisson d'Europe, son nom latin, vous avez écrit là-haut, c'est Erinaceus europaeus. Donc, il a beaucoup de cousins dans d'autres continents. Par exemple, vous avez en Afrique du Nord, en Algérie, le hérisson d'Algérie qui a le ventre blanc. Donc ça fait à peu près 20 à 30 cm. C'est comme ça qu'on reconnaît aussi les jeunes des adultes. Donc en dessous de 20 cm, c'est forcément un jeune. Le poids, c'est entre 0,4 et 1,4 kg. Donc nous, au centre de sang, on en accueille beaucoup. Et là, on est en train de les relâcher pour l'hibernation. Et en fait, le poids, c'est quelque chose qui entre beaucoup en compte parce que un hérisson qui va peser moins de 600-700 grammes, c'est pas possible de le relâcher à cette période. Il va pas pouvoir survivre à l'hiver. Donc, c'est aussi quelque chose qui est important. Parce que voilà, comme c'est écrit, le poids du hérisson diminue de 30% pendant l'hibernation. En fait, c'est dû à des séquences de réveil. En fait, à peu près une fois par semaine, le hérisson se réveille, donc ça sert à remettre en fonction son organisme qui est en léthargie pendant l'hibernation. Et à chaque fois qu'il se réveille, il perd énormément de calories. Et c'est ça qui lui fait perdre du poids. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il ne faut pas réveiller un hérisson qui hiberne, parce que ça lui ferait perdre inutilement des réserves, et ça risquerait de l'empêcher de passer l'hiver. Donc c'est un animal nocturne, donc la plupart du temps quand on le voit c'est la nuit, parce que c'est à ce moment-là qu'il chasse. Et les Anglais l'appellent hedgehog, donc ça veut dire cochon des haies, et c'est parce que souvent la nuit on l'entend chasser et ou s'accoupler, et ça fait énormément de bruit. Donc on appelle parfois la police pour tapage nocturne, et en fait c'était des hérissons qui chassent ou des hérissons qui s'accouplent. À côté de la photo, vous avez les empreintes du hérisson. Donc ça, c'est un élément important après pour la mission hérisson, je vous expliquerai. Alors, donc la nuit, le hérisson parcourt énormément de kilomètres, 2 à 3 km par nuit, ça peut aller même jusqu'à 5. Et il a un territoire pareil d'environ 3 à 5 hectares. Donc c'est des espèces c'est une espèce dont les individus se croisent assez rarement, puisqu'ils ont tous des très grands espaces vitaux. Et généralement, quand ils se croisent, c'est pas un problème, hein. Ils sont pas hargneux, les hérissons, ils se battent pas forcément. Voilà, et donc pour chasser, il se sert surtout de son odorat et de son ouïe fine, parce qu'il a une vue très basse. Donc il voit pas rien, mais il voit pas très bien. Il se sert pour se déplacer des éléments linéaires du paysage, donc les murets, les haies, les bandes enherbées, ce genre de choses. Et donc pour chasser, son ouïe et ses petites vibrisses et son nez, donc ça l'aide beaucoup à repérer à distance les proies, comme les vers de terre qu'il peut entendre se glisser sous les feuilles. Donc justement, son régime alimentaire, c'est majoritairement des insectes. Donc coléoptères, escargots, limaces, donc ça c'est la raison pour laquelle c'est l'ami du jardinier, puisque du coup au potager, il mange les limaces, il mange les escargots qui peuvent dévorer les salades et autres éléments du potager. Donc voilà, chenilles, araignées, sauterelles, criquets.
Mais c'est aussi un grand opportuniste, le hérisson. Donc c'est-à-dire qu'il peut aussi manger des cadavres de petits amphibiens qu'il aurait trouvés par terre, des petits rongeurs aussi. Il y a une photo juste en bas là. Il peut aussi manger des baies quand les proies se font rares. C'est vraiment ou les œufs aussi. Des oiseaux sur lesquels il peut tomber. Donc c'est pas ça qu'il chasse, mais s'il tombe dessus, surtout si pour les autres choses c'est compliqué, il va pas se gêner pour les manger. Voilà. Si vous avez des questions, vous m'arrêtez. Hein. Donc, l'hibernation. Le hérisson, du coup, hiberne parce que son pelage n'est pas isolant et surtout parce que, du coup, l'hiver, il n'a rien à manger. Donc, il entre en léthargie à partir de l'automne. Donc là, on est à la période où c'est vraiment la limite pour entrer en hibernation et les températures la nuit commencent à être négatives. Enfin, elles vont commencer à être négatives parce qu'on est dans le sud. Donc là, ils sont en train de faire leur réserve et leur nid. Et ils vont bientôt se mettre à hiberner. Et après, ils se réveillent donc au printemps. Ça peut être vers février et mars. Ils sont tous sortis d'hibernation. Donc, pendant l'hibernation, sa température corporelle baisse énormément. Elle passe de environ 35 degrés à environ 4 degrés. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, le sommeil est entrecoupé de phases de réveil qui lui font donc perdre des calories. Alors, il hiberne dans, du coup, tous les endroits qui le protègent du froid, du vent, de l'humidité. Donc, ça peut être voilà, sous des arbustes, dans des ronciers. Ça peut être au fond de vos granges aussi, pour ceux qui ont encore des granges. Des tuiles. Là, on a une photo aussi avec des tuiles. En fait, l'intérêt de faire ces petits nids pour le hérisson, c'est d'avoir un endroit isolé. Et du coup, quand les températures passent à des degrés du coup négatifs, en fait, le hérisson dans son igloo, lui, il a une température qui ne va pas descendre en dessous de 1 degré. Et ça l'aide du coup à supporter l'hiver. Voilà, donc c'est comme ça qu'il fait. Il fait un petit nid avec des feuilles, de la mousse. Généralement, quand on relâche un hérisson, on lui installe du coup un abri parce qu'on le relâche artificiellement, donc on l'aide. Mais si on les construit nous-mêmes, hein, on essaie de les construire un nid avec des petites feuilles, des brindilles et tout, en fait, souvent les hérissons sortent tout de l'abri et ils refont eux après derrière leur nid. Donc c'est vraiment quelque chose qu'ils travaillent eux. Ils peuvent ils peuvent creuser un peu si besoin. Ils peuvent se frotter contre les parois pour les élargir, les solidifier. Voilà, ils construisent vraiment un nid isolant pour l'hiver. Alors, quand ils sortent d'hibernation, du coup, commence la saison du rut. Donc d'avril à septembre, les femelles peuvent avoir 1 à 2 portées pendant cette période. Donc elles peuvent en avoir une tout de suite à la sortie de l'hibernation, donc avril, donc mai, puisqu'il y a 35 jours de gestation. Et après, elles peuvent en avoir une autre en août. Donc c'est pour ça que là, très récemment, au centre de soins, on a eu, enfin très récemment, du coup plutôt au mois de septembre-octobre, on avait beaucoup de jeunes hérissons qui nous étaient amenés parce que à cause des températures qui variaient un peu, où il y a eu une vague de froid, après il a refait chaud, du coup les mères, les femelles partaient en hibernation et laissaient leurs petits, enfin commençaient à préparer leur nid, laissaient leurs petits, donc il y avait un peu des dérèglements comme ça qui faisaient que les jeunes se retrouvaient tout seuls face à l'arrivée de l'hiver et du coup des gens les apportaient au centre de soins pour qu'on s'en occupe. Et là on est en train de les relâcher petit à petit juste avant l'hiver pour ceux qui sont assez gros. Donc par portée, il y a 4 à 7 petits. On pourrait se dire que c'est beaucoup, mais en fait, il y en a à peu près 60 à 70% qui n'atteignent pas l'âge d'1 an. Donc la mortalité chez les hérissons est très importante. C'est aussi un des éléments qui entre en jeu dans la mission hérisson. Les
les hérissons dans la nature vivent 2 à 3 ans, alors qu'en captivité, ils peuvent vivre jusqu'à 10 ans. Donc c'est vraiment, je présenterai après les causes de mortalité chez le hérisson d'Europe, mais du coup voilà, il faut savoir que c'est difficile pour un jeune hérisson de passer l'âge d'1 an. Donc ils sont aveugles à la naissance complètement. Leurs piquants sont mous et blancs, et après ils vont tomber et seront remplacés par les poils donc marron et jaune des adultes hérissons. Ils peuvent se mettre en boule à 11 jours et apprennent à chasser vers l'âge de 4 semaines. Donc en fait, ils passent beaucoup de temps avec leur mère au début quand ils naissent et ils apprennent à chasser avec elle. Et après 42 à 72 jours, ils la quittent et à ce moment-là, ils se reconnaissent plus du tout. Donc ils peuvent se recroiser et ils se reconnaissent plus. Il n'y a pas d'histoire de famille chez les hérissons. Donc voilà, je parlais de la mortalité. Il faut savoir que la tendance dans les populations de hérissons d'Europe est à la baisse. Donc en fait, en France, on n'a pas de chiffres permettant d'appuyer vraiment scientifiquement cette tendance. On n'est pas sûr en fait du déclin des populations de hérissons d'Europe. Mais en Angleterre, là oui, il y a eu des enquêtes qui ont été menées et ils ont montré qu'en 20 ans, il y avait vraiment énormément de hérissons qui avaient disparu. Donc notamment dans les villes, mais surtout dans les campagnes. Donc c'est moins 30% dans les villes et moins 75% dans les campagnes en 20 ans. Donc c'est vraiment énorme. Et en fait, on pense que ça pourrait être la même chose en France. Parce que du coup, il y a à peu près les mêmes risques, surtout dans les campagnes. C'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir après. Donc les croyances autour du hérisson. Donc en fait, le hérisson, c'est pas un animal qui a toujours été très apprécié des gens, des humains. Il a été traité de voleur de lait. Il était mis à prix parfois si on tuait des hérissons, on gagnait de l'argent. Donc au Moyen Âge, c'était un animal qu'on n'aimait pas beaucoup. Donc on pensait aussi qu'ils chassaient de cette manière en se roulant sur les baies et en les amenant au nid pour les manger, comme vous voyez sur l'image là, le dessin. Donc on a vu que c'est pas comme ça qu'ils chassent hein, et ils mangent pas beaucoup de baies non plus. Et on croyait aussi, d'ailleurs il y a des gens qui m'ont dit ça à une autre conférence que j'ai faite, qui m'ont dit il y a 2 espèces de hérissons d'Europe. Donc je leur ai dit oui, de quoi vous me parlez et tout. Et ils me disent, bah, il y en a un qui a le nez fin, plutôt comme un chien, et un qui a le nez plus épais, plutôt comme un cochon. Et donc je leur ai dit, oui, c'est souvent une croyance qu'on a, mais en fait c'est juste le même hérisson, mais à 2 périodes différentes. La première, du coup, c'est à la fin de l'hibernation, quand il a perdu 30% de son poids et qu'il est amaigri. Donc là, son museau sera plus fin. Et le deuxième, c'est avant l'hibernation, quand il a repris ses réserves et que du coup, il y a plus de graisse autour du nez. Ah, d'accord. Mais c'est le même hérisson. Pour ceux d'entre vous qui pensaient du coup qu'il y en avait 2 espèces. Et donc voilà, on a maintenant une plutôt bonne vision du hérisson, hein, on l'aime bien. C'est pour ça que la LPO France du coup a fait de lui le symbole de l'année 2020. Je ne sais pas si vous savez que l'année 2020 c'est l'année du hérisson pour la LPO France. En fait, ça permet d'illustrer beaucoup d'enjeux liés à la biodiversité, au changement dans l'environnement. Et qui touche en fait beaucoup d'espèces, et ça permet de l'illustrer avec un animal qui est plutôt sympathique aux yeux des gens, et donc ça permet de faire comprendre certains enjeux que je vais vous présenter de suite. Alors, donc, une vie ponctuée de menaces. On a vu que les hérissons avaient peu de chances de survivre plus de 3 ans dans la nature, et encore moins pour les jeunes. C'est lié à beaucoup de choses. Donc la première chose, c'est la fragmentation de son habitat. Donc en fait,
Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a des monocultures qui s'installent un peu partout sur le territoire. Et donc on voit disparaître les haies, les bocages qu'il y avait avant et qui servaient du coup aux hérissons à se déplacer à l'abri, à chasser, à s'abriter. Enfin, c'était des espaces qui étaient exploités par le hérisson de manière privilégiée et qui disparaissent vraiment, vraiment beaucoup. Aujourd'hui, on a presque plus de bocage en France, à part peut-être en Bretagne ou dans les régions comme ça. On a aussi des clôtures qui entourent nos maisons très souvent et qui empêchent en fait les hérissons de passer. Et le problème en empêchant les hérissons de passer, c'est que les populations ne peuvent plus se rencontrer. Ça limite du coup les possibilités de reproduction et de brassage génétique. Et ça peut vraiment entraîner le déclin du coup de toute la population de hérissons d'Europe. Donc là, les solutions qui sont proposées, c'est de planter des haies, laisser repousser des haies, laisser des passages dans le grillage et les clôtures. Donc ça, c'est possible à faire avec des petits passages à hérissons que je vous montrerai un peu plus tard dans le diapo. Un deuxième danger, donc, qui fait écho à ce que je disais tout à l'heure sur l'alimentation du hérisson et le fait que ce soit un très bon auxiliaire du jardinier. Les hérissons, du coup, mangent les limaces. Et en mangeant les limaces, ils peuvent s'empoisonner avec les antilimaces. Donc les petits granules bleus que vous voyez, la molécule qui les compose, c'est le méthaldéhyde. Et c'est une molécule qui peut tuer le hérisson, malgré le fait que ce soit un animal très résistant aux toxines. Ça peut vraiment, soit s'il en mange directement, soit en mangeant des limaces qui en ont mangé, ça peut du coup le tuer. Or, on sait qu'il existe beaucoup d'alternatives non toxiques à l'utilisation de ces pesticides, qui sont d'ailleurs illégaux. Et du coup, on peut mettre de la cendre, du marc de café, du sable, on peut mettre des pièges à bière pour les limaces. Il existe beaucoup de choses qui ne tuent pas les hérissons. Et dans tous les cas, si le hérisson mange les limaces, normalement, ça devrait suffire à limiter les dégâts dans les potagers. D'où son rôle d'auxiliaire du jardinier. Alors, la première cause de mortalité, ça reste les collisions routières. Donc là, il n'y a pas 36 solutions, il faut ralentir, surtout donc la nuit. Les hérissons sortent la nuit, surtout, et notamment après l'hibernation, quand ils ont besoin de reconstituer leurs réserves et qu'ils chassent beaucoup, et que c'est aussi la période de rut. Donc c'est à cette période, donc mars-avril, qu'il y a le plus de collisions routières. Donc là, on n'y est pas, hein, les hérissons, ils sont en train de se mettre à hiverner, mais à la fin de l'hiver, il faudra de nouveau être très vigilant par rapport à ça. Certains villages, certaines villes mettent des panneaux, attention aux hérissons, mais c'est encore très peu fréquent en France. Dans d'autres pays, en Allemagne, en Angleterre, il y a aussi des passages à hérissons sous la route qui peuvent leur permettre de traverser sans se faire écraser, sans se mettre en danger. Donc, pareil, ça, on n'en a pas beaucoup en France. Les feux de feuilles. Alors, les hérissons se cachent sous les feuilles, sous les tas de feuilles que vous avez là probablement dans vos jardins liés à du coup l'automne et l'arrivée de l'hiver. Les tas de feuilles, c'est un endroit sous lesquels le hérisson peut se mettre à hiberner. Et du coup, soit quand on les brûle, soit quand on les déplace avec une fourche, on peut blesser un hérisson. Donc il faut faire attention avant de faire ça, qu'il n'y ait pas un hérisson caché dessous. Et on pourrait croire comme ça, mais en vrai, ça arrive assez souvent, ce genre de mise en danger pour les hérissons. Il y a aussi les noyades. Donc, dès que vous avez un bassin avec des parois lisses, c'est un risque donc, pour les hérissons et pour les autres animaux, hein, par exemple les oiseaux qui n'ont pas le pelage imperméable, tous ceux qui en fait ont besoin d'une paroi pour s'agripper, pour remonter.
ceux-là, si vous mettez pas une petite planche ou un petit bout de grillage pour qu'ils puissent remonter, ils risquent de se noyer. Donc là, sur la photo, c'est une piscine, mais ça vaut aussi pour les abreuvoirs dans les champs. Tous les bassins aux parois lisses, ça peut être des dangers pour les animaux, du coup, qui ne peuvent pas remonter sans quelque chose pour s'agripper. Euh, les cavités pièges, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, que les hérissons peuvent se coincer dans les grillages, ils peuvent se coincer dans beaucoup de choses, les gouttières aussi. Donc pareil, on peut fermer les gouttières avec un petit bout de grillage à maille fine. Les objets, donc ça ce serait plutôt dans les villes, mais quand ils vont dans les poubelles, les pots de yaourt, les boîtes de conserve, ils peuvent se coincer dedans et ne pas arriver à sortir. Donc ça, pareil, il faut être vigilant, pas que ça traîne. Pour les grillages, on peut faire un trou en bas des grillages. J'ai entendu aussi en animation des gens qui vivaient dans un lotissement et qui s'étaient passé le mot pour que tout le monde fasse un trou en bas de son grillage pour que les hérissons puissent circuler dans la résidence. Donc ça, j'avais trouvé ça assez génial que les gens comme ça se passent le mot pour faire une résidence hérisson friendly qui permettent du coup aux populations de se rencontrer, de circuler, de s'abriter où ils peuvent. C'est assez facile à faire. Les passages canadiens, donc c'est ce qui sert à empêcher le bétail de passer, les troupeaux de vaches, etc. Ça, c'est comme pour les piscines, les bassins à parois lisses. En fait, s'ils tombent dedans, ils ne peuvent pas remonter. Donc pareil, il faut mettre un petit bout de grillage ou une planche pour que les animaux puissent remonter s'ils sont tombés dedans. Parce que le hérisson, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'il n'a pas du tout peur d'avancer tout droit. Du coup, c'est ce que je vous expliquais, qu'il se sert des éléments linéaires pour circuler. Et en fait, il n'a pas peur de tomber dans de l'eau, dans des trous, sur des marches d'escalier. Il n'a pas du tout peur de ça. Il peut faire dérouler bouler. C'est pas du tout dangereux pour lui. C'est vraiment de ne pas pouvoir remonter qui peut le tuer. Voilà. Et donc, les chiens, pas les chats, les chiens, pour les hérissons, peuvent les blesser en fait en jouant avec. Donc ça, c'est le secret, c'est juste de surveiller son chien. Surtout quand parfois ils vont jouer dans les haies, c'est là que ça peut être un peu un problème. Et les tondeuses érotophiles, dont le bruit ne fait pas fuir les hérissons. Et du coup, ça arrive très souvent que des hérissons soient blessés par des tondeuses. On en a pas mal qui viennent pour ces raisons. Donc les chiens et les tondeuses au centre de soins. Donc là, il faut, pareil, faire l'effort de vérifier dans les zones broussailleuses qu'il n'y ait pas un hérisson avant de passer la tondeuse. Ça peut éviter beaucoup de dégâts. Alors, un animal sauvage intégralement protégé. Donc le hérisson, pourquoi faire attention à toutes ces choses le concernant? C'est notamment parce que c'est un animal intégralement protégé. Donc, il est interdit de détruire, capturer, mutiler, enlever les hérissons et les perturber dans leur milieu naturel. Donc, on n'a pas le droit, par exemple, si on trouve un hérisson, de le prendre pour le mettre dans son jardin pour qu'il aille chasser nos limaces de notre potager. On aimerait bien, mais on peut pas, c'est illégal. Même le transport d'un animal blessé vers un centre de soins, c'est pas légal. C'est toléré. Quand on a appelé le centre qui nous ont dit de venir avec le hérisson, c'est toléré, mais c'est pas légal parce que c'est un animal du coup intégralement protégé. Et ça concerne aussi les animaux qui sont morts. Pas le droit d'avoir un squelette de hérisson, un os, c'est interdit. Et du coup, voilà, c'est ce que je disais, on peut pas non plus conserver un hérisson blessé chez soi en essayant de le soigner tout seul. Pareil, c'est illégal, donc il faut l'amener dans un centre qui est habilité à s'en occuper. Le danger avec ça, c'est aussi qu'en fait, on risque d'imprégner le hérisson en voulant s'en occuper, et c'est-à-dire on lui fait perdre en fait ses habitudes d'animal sauvage,
et il n'arrivera plus ensuite, si on le relâche, à s'adapter aux codes comportementaux de son espèce, et donc il peut ne pas survivre non plus à ces changements dans son mode de vie, ne plus savoir chasser, se déplacer la nuit, etc. Et j'ai une petite question. Oui. Est-ce que c'est comme les oiseaux quand ils sont imprégnés, ils ont des chances de devenir agressifs? Est-ce que c'est pareil pour les hérissons? Euh, non, pas vraiment. Bah, les hérissons, c'est pas des animaux agressifs. Euh, Après, D'accord. ça reste. Enfin, je peux pas te dire que jamais un hérisson deviendra agressif. À mon avis, c'est possible. Mais les hérissons, même avec leurs congénères, ils sont vraiment pas dans l'agressivité. Le moyen de défense du hérisson, on le sait, c'est de se mettre en boule. D'ailleurs, j'ai pas parlé de ça. Euh, le hérisson, du coup, peut se mettre en boule pendant très très longtemps. Il a des muscles le long de ses abdomens qui se croisent en fait au niveau du pubis. Et du coup, quand il se contracte, ça fait comme quand on tire les cordons d'une capuche et qu'elle se replie comme ça sur elle-même. Et après, il peut dresser ses piquants avec le même système nerveux qui nous fait, nous, avoir la chair de poule. Sauf que chez le hérisson, c'est totalement contrôlé. Euh, c'est totalement conscient et il peut tenir la position pendant très très longtemps. Donc c'est plutôt un animal qui est sur la défensive que dans l'agressivité, Je vois. pour te répondre, Quentin. Et merci. Euh, alors, et oui, donc il est interdit de retenir un hérisson dans son jardin. C'est un animal qui doit pouvoir circuler. Euh, pour si je trouve un hérisson. Si je trouve un hérisson, Euh, il faut savoir donc si c'est normal, si c'est pas normal, si je dois l'amener dans un centre de soins ou pas. Donc ce qu'on nous dit là, c'est que la situation est normale si on trouve un hérisson en centre-ville. Parce que du coup, comme on l'a vu, les hérissons sont de plus en plus fréquents dans les villes par rapport aux campagnes. Donc ne pas s'étonner si on en trouve en ville. Si on en trouve en train d'hiberner, c'est pas non plus anormal. Et en journée, parfois ça peut être déstabilisant parce qu'on se dit que c'est un animal nocturne, mais ils peuvent quand même se déplacer en journée d'un site à l'autre. C'est pas, en fait, tant qu'on le voit, voilà, être vif, se mettre en boule quand on approche, c'est que tout va bien. On n'a qu'à passer son chemin et ils feront de même. Donc là où il faut se poser des questions, c'est quand on en rencontre un justement qui est immobile en pleine journée. Euh, on n'a pas l'impression qu'il est blessé forcément, mais on le voit pas bouger. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est attendre un peu, tout simplement, pour voir si il reprend ses esprits, s'il se remet en route. Et pour les jeunes, il faut donc pareil, il faut attendre un peu de voir si la mère revient. Donc attendre un peu, ça veut dire attendre revenir 24 heures plus tard ou au soir pour voir s'ils sont toujours là ou s'ils sont partis avec leur mère. Et alors, la situation est anormale quand l'animal est blessé, donc quand vous voyez une blessure, quand il est couvert de mouches, d'œufs et de larves. Donc en fait, le hérisson est un animal qui a des tiques et naturellement. Donc ça, il ne faut pas forcément s'inquiéter. D'ailleurs, des tiques et des puces. Et il faut pas s'inquiéter parce que du coup c'est naturel et aussi pour nous parce que c'est des tiques et des puces qui sont spécifiques aux hérissons et qui vont pas piquer les humains. Donc qui vont pas rester sur nous. Donc c'est pas dangereux à ce niveau-là. Et donc s'il est vraiment couvert de larves, là on s'inquiète. Et si en journée il a l'air vraiment apathique, il se met pas en boule, qui bouge pas quand vous vous approchez, c'est que pareil il doit y avoir quelque chose qui va pas. Et alors, dans ce cas, vous pouvez intervenir. Je pense que vous connaissez la procédure à force. Vous prenez un carton avec des trous, un petit bout de serviette, du papier journal, et vous le mettez avec des gants. Donc, vous prenez bien des gants parce que les piquants des hérissons, ça pique. Euh, et vous le gardez au calme le temps de l'amener au centre de soins. Et alors, on ne le nourrit pas, on ne l'hydrate pas. Euh, Ça pourrait aggraver son état. Donc voilà, les jeunes hérissons.
on les ramasse s'ils sont tout seuls, mais il faut bien avoir vérifié parce qu'ils ont plus de chances de survivre avec leur mère qu'au centre de soins. Donc, les bonnes pratiques au jardin. Faut-il nourrir les hérissons? Donc voilà, ça je tourne autour depuis tout à l'heure. Les hérissons apprécient beaucoup qu'on leur donne des croquettes pour chat, du lait, du pain. Là-dedans, le lait et le pain, c'est très très mauvais pour eux. Ça leur donne des diarrhées mortelles, donc il faut vraiment absolument éviter. D'ailleurs, c'est pareil pour beaucoup d'espèces. Il faut pas donner ça aux hérissons, même s'ils adorent. Ça leur fait pas du bien. Les croquettes pour chat. Pareil, en fait, ça les tue pas, pas comme le lait et le pain, mais en raison du manque de données scientifiques et du statut d'animal intégralement protégé, il faut mieux éviter de nourrir les hérissons avec des choses artificielles. Sachant que dans les croquettes pour chat, parfois il y a du poisson, enfin c'est pas tout à fait naturel, quoi. C'est pas vraiment quelque chose que le hérisson est censé manger, donc il vaut mieux éviter. Ce qu'on peut leur donner par contre, c'est de l'eau, surtout quand il fait chaud. Ça, pareil, hein, c'est comme pour les oiseaux, c'est toujours apprécié. Voilà, bon, les croquettes pour chat, vous verrez que pour la mission hérisson, il faut s'en servir quand même. Vous m'en tiendrez pas rigueur, c'est pour l'enquête participative. Alors, donc la libre circulation des hérissons. Voilà, ça c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Pour que les hérissons puissent circuler entre les jardins, on peut mettre des passages à hérissons comme celui-là. On en a mis un récemment, Quentin en a mis un récemment dans le jardin pédagogique. Donc voilà, ça permet de faire un trou dans le grillage et que les hérissons puissent passer. Et c'est aussi bien, pareil pour la nourriture, de garder du coup les éléments naturels, les corridors écologiques que le hérisson utilise naturellement pour se déplacer, pour chasser, pour s'abriter. Donc c'est bien de mettre un passage à hérisson, mais c'est encore mieux de garder des haies, des bandes enherbées le long de vos cabanes de jardin, etc. pour faire des moyens, des corridors écologiques pour qu'ils puissent se déplacer. Mais alors voilà, faites des trous dans vos clôtures, c'est essentiel. Laissez des abris. Donc laissez des abris, laissez les tas de feuilles sans les brûler, sans les déplacer à la fourche de manière violente. Les tas de tuiles, les ronciers, les souches, tous ces éléments naturels qu'on a tendance à virer de nos jardins pour des raisons esthétiques. En fait, c'est très important pour beaucoup d'espèces de la biodiversité de proximité. Donc si vous pouvez les laisser, ça peut être très utile, pour l'hiver notamment. Vous pouvez aussi construire un gîte. Donc vous avez peut-être vu sur la boutique LPO, ils en vendent un que j'ai pas là pour vous montrer, mais qui est tout fait, qui a la forme un peu de celui qu'on voit sur le dessin là. Vous pouvez aussi juste retourner une caisse en bois, faire un trou dedans, ça peut très bien suffire. Et après, le hérisson, lui, comme je vous disais, il va faire son nid tout seul dedans. Il n'y a pas besoin d'installer des brindilles ou quoi pour le hérisson. Voilà. Donc en résumé, pour que ce soit bien clair, l'important dans le jardin, c'est d'avoir des haies, des bandes enherbées pour les déplacements du hérisson. C'est de garder de l'eau, surtout quand il fait très chaud. Avoir un abri, ça peut être bien aussi. Faire attention aux parois lisses des bassins, rajouter quelque chose pour qu'ils puissent s'agripper. Et ouvrir les clôtures pour qu'ils puissent circuler, se rencontrer et se reproduire. J'en ai fini avec la présentation du hérisson d'Europe. Donc maintenant, je peux vous présenter la mission hérisson. Vous avez des questions peut-être sur les mœurs du hérisson? Je te vois lever la main, Martine, tu peux y aller. Une question posée. Vous m'entendez là? Oui, tout à fait. Oui. Il y a 2-3 jours, en me promenant dans la garrigue derrière Nissan-les-Anciennes, dans les collines, j'ai trouvé une peau de hérisson, donc complètement vide, il n'y avait que la peau et les piquants. Et
pour savoir s'il a été mangé, si à votre avis il a été mangé par une bête sauvage ou quoi? Oui. Je me rends compte maintenant que j'en ai pas parlé, mais alors les prédateurs naturels du hérisson, est-ce que vous savez qui c'est? C'est les chouettes. Des rapaces, un rapace. Les hiboux, les chouettes, non, on m'avait dit que... Le plus grand rapace d'Europe, si je me trompe pas. Grand-duc. Ouais, le hibou grand-duc, parce que du coup, il a des serres très puissants et un bec très puissant et il peut ouvrir la boule du hérisson. Et souvent, du coup, les peaux en fait, là où nichent des grands-ducs, enfin là où il y a des grands-ducs, on peut retrouver des coquilles de hérisson comme vous avez trouvé l'autre jour. Et il y a un autre animal qui arrive à ouvrir la boule du hérisson. Le renard, il fait pipi dessus. C'est vrai? Le renard est pas un grand prédateur du hérisson. Il peut manger des hérissons quand il en trouve affaiblis, qui se mettent pas facilement en boule. Voilà, peut-être qu'il y a des histoires qu'il fait pipi dessus, je suis pas au courant. C'est pas vraiment vrai. En tout cas, j'ai jamais entendu dire. Mais du coup, il peut manger des hérissons, mais il peut pas ouvrir. Le renard est pas capable d'ouvrir la boule du hérisson. C'est pas ce mammifère auquel je pensais. Alors après, je sais pas, je donne ma langue au chat. C'est le blaireau. Ouais, c'est costaud, un blaireau. Ouais, le blaireau a des très grandes griffes aussi, des grosses pattes avec des grandes griffes. Il arrive à ouvrir la boule du hérisson. Donc c'est avec le grand-duc, du coup, le principal prédateur des hérissons d'Europe. Et alors, en ville, il y a beaucoup moins de blaireaux et de grands-ducs qu'à la campagne. Effectivement. C'est aussi pour ça que c'est des habitats qui sont de plus en plus favorables aux hérissons d'Europe. Voilà, donc merci d'avoir parlé des coquilles de hérissons vides là. Comme ça, j'ai pu vous rappeler les prédateurs naturels. Du coup, on peut passer à la mission hérisson. Donc, comme on a vu, maintenant vous êtes tous au courant, donc c'est un animal intégralement protégé et pourtant sur lui pèsent de nombreuses menaces. Donc en plus de ses prédateurs naturels, il y en a beaucoup qui sont pas du tout naturels, des menaces. Et donc en Angleterre, sérieux déclin des populations et c'est probablement la même chose en France. Donc l'idée avec la mission hérisson, c'est de mener une enquête participative sur tout le territoire pour évaluer du coup le nombre de hérissons d'Europe, la répartition des populations et aussi en apprendre plus sur les mœurs du hérisson, donc notamment en évaluant les déplacements, quand est-ce qu'il se déplace, à quelle fréquence, ce genre de choses. Donc ça prend la forme d'un tunnel dont je vais vous présenter le principe. Donc je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Donc celui-là, c'est celui qu'on vend sur la boutique LPO. Il est en carton un peu plastifié, donc il résiste à l'eau, à la pluie. Il coûte 25 € du coup à la boutique. Et vous pouvez aussi le construire vous-même, ça demande pas beaucoup de compétences, c'est assez facile à faire. Ça peut aussi prendre une forme carrée, enfin rectangle. Donc pour faire ce tunnel, vous avez besoin de 2 feuilles A4 blanches, 2 bandes de ruban de masquage. Donc le ruban de masquage, j'en ai un là, c'est une sorte de scotch qui colle pas très fort pour pouvoir l'enlever facilement. Sur ce ruban de masquage, on met de l'encre. Et l'encre, on le fait avec du charbon et de l'huile. Donc le charbon, c'est du charbon actif comme ça. Il est vendu avec le tunnel, si vous achetez le kit sur la boutique LPO. Et vous mettez des croquettes pour chat. Donc même si c'est déconseillé de nourrir le hérisson avec des croquettes pour chat, là pour cette enquête scientifique, ça fait à pas. Ça permet en fait de faire marcher toute l'enquête. Vous voyez un peu comment c'est réparti en fait. Le principe, c'est que le hérisson vient manger les croquettes la nuit, il met ses pattes dans l'encre et en repartant, il met des traces sur les feuilles. Et c'est comme ça qu'on repère son passage. Donc c'est un tunnel, moi j'appelle ça le tunnel à empreintes parce que du coup ça nous révèle les passages de hérisson via les empreintes.
Donc ce tunnel, il faut le poser dans un coin de nature, un jardin, ça peut être chez vous, ça peut être dans un endroit public aussi, si vous pouvez le faire dans des écoles, des parcs. L'expérience peut totalement et doit être réalisée aussi l'hiver, même si les hérissons sont en hibernation, parce qu'ils peuvent se réveiller et se déplacer pendant leur hibernation. Et ça, c'est intéressant en fait d'avoir des infos sur quand est-ce qu'ils se réveillent, quelle durée quel est leur déplacement à ce moment-là. Donc c'est toujours intéressant de poser le tunnel l'hiver aussi. Et donc voilà, le poser le long pour optimiser les chances de fréquentation, hein, il faut mieux le poser le long d'une structure linéaire, là où ils se déplacent assez naturellement déjà les hérissons. Donc là, vous avez un exemple avec une haie et un muret. Moi, au jardin pédagogique, je l'avais posé le long de pierres. Ça peut très bien marcher aussi. Voilà, il faut juste faire attention aux risques de fauche et de submersion si vous avez ce genre de choses à proximité de votre jardin. Donc comment ça marche? Du coup, la mission Hérisson, c'est une enquête participative, et qui dit enquête participative dit endroit où on récolte toutes les données. Donc cet endroit, c'est missionhérisson.org. C'est le site du coup de la mission Hérisson, sur lequel, en fait, quand vous inscrivez, vous entrez le lieu de pose de votre tunnel. Donc il demande de décrire un peu l'environnement. Donc est-ce que c'est de la garrigue? Est-ce que c'est de la forêt? Est-ce qu'il y a des champs à proximité? Donc vous décrivez un peu tout ça, vous prenez une photo. Et après, vous commencez. Du coup, c'est pendant 5 soirs de suite que vous posez votre tunnel, à moins de l'espacer en fait en distance, en kilomètres, pour pouvoir quadriller le territoire et avoir des données qui soient le plus précises possible. Donc là, ce qu'il vous dit, c'est que entre chaque tunnel posé simultanément, donc dans le temps, il faut respecter une distance minimale de 1 km. Et si vous les posez successivement dans le temps, là, il faut espacer d'au moins 500 mètres. Voilà, donc vous le posez 5 jours de suite. Donc ça veut dire que le soir, vous mettez votre appât, les feuilles blanches, et le matin, vous venez voir s'il y a eu des empreintes. S'il y a eu des empreintes, s'il n'y a pas d'empreintes, vous mettez sur le site, il n'y a pas eu d'empreintes. Et s'il y a eu des empreintes, vous les prenez en photo et vous les entrez sur le site en identifiant donc les animaux qui sont passés. Avec le tunnel, si vous l'achetez sur la boutique LPO, vous avez un petit guide des empreintes, donc qui récapitule un peu la forme des empreintes des animaux qu'on a souvent. Donc il y a les empreintes de chats, donc des animaux qui pourraient être passés dans le tunnel à la place des hérissons. Voilà, du coup, vous avez un exemple d'empreinte. Donc là, c'est des hérissons qui sont passés. Ça a vraiment la forme d'une petite main. Ça ressemble pas à une patte de chat, par exemple, qui est plutôt ronde. Donc voilà, vous pouvez vous aider du guide de reconnaissance des empreintes. Et il y a aussi la communauté, du coup, sur le site, qui se parle et qui identifie en fait les empreintes tous ensemble. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que vous entrez sur le site une empreinte, vous dites c'est une empreinte de hérisson, elle doit être validée par 3 personnes, cette observation, pour être entrée dans les données de la mission hérisson. Donc ça veut dire que si vous avez un doute sur une empreinte, c'est pas grave, il y a 3 personnes qui vont passer derrière et qui vont dire effectivement c'était bien un hérisson ou effectivement c'était pas un hérisson. Et ça permet de voir, d'être sûr qu'on a bien identifié la bonne espèce. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce principe de mission hérisson? Non. J'ai le tunnel à côté de moi, je peux vous le montrer. Je peux vous montrer la taille que ça fait à l'échelle. C'est quand même assez grand. Voilà, ça fait ça. Ouais, Paris va faire quand même.
Et du coup, dans le tunnel, vous glissez en fait une bande comme ça, de la même matière. Vous glissez ça. Et donc, vous accrochez vos feuilles avec des trombones. Là, vous mettez le ruban de masquage avec l'encre dessus. Et au milieu, vous mettez les croquettes pour chat. Et après, vous glissez tout dans le tunnel. Vous avez aussi dans le kit des petites sardines pour le fixer. Et voilà. Et après, vous n'avez plus qu'à attendre la nuit et à revenir le lendemain matin. Il faut peut-être faire ça au printemps, non? C'est tout le temps. Oui, mais on veut. En fait, le mieux, c'est de le faire une fois par saison, au minimum. Oui, moi, je pense qu'il vaut mieux le commencer au printemps. Pourquoi? Parce qu'on a plus de chances qu'il passe. Si l'hiver, ils sortent que quelques fois, donc on a moins de chances d'avoir des empreintes. Nous, avec les hérissons qu'on a eu chez nous, on aurait eu des milliers d'empreintes, hein, si on les voyait tous les soirs. Mais alors, en fait, dans ce type d'enquête, l'absence d'empreintes, donc l'absence de données, est vraiment une donnée et une donnée très importante. C'est très important de savoir en fait où il y a des hérissons. Mais s'il n'y a que les gens qui sont sûrs et certains d'avoir des hérissons qui font le tunnel, en fait, on n'aura pas les données des trous de hérissons sur le territoire. On ne saura pas. Voilà, on sera sûr et certain qu'ils sont là où ils sont. Et puis, si je peux rebondir, effectivement, on a moins l'idée de mettre le tunnel en hiver, et ce qui fait que, donc, forcément, il y a moins de données en hiver. Donc, au contraire, c'est même peut-être plus intéressant de mettre un tunnel en hiver pour contrebalancer le manque de données qu'il y a. Ouais.